Mais encore une fois, ce n'est pas le débat de ce soir. D'accord. Et le débat de ce soir, je pense qu'il est C'est vraiment la conclusion. fondamentalement sur La l'Iran, conclusion sur va faire l'unité, un sur l'unité du peuple. D'accord, merci. Louis. Bonsoir à tous. Donc moi je suis français et j'étais otage en Iran pendant 2 ans à la prison d'Evin. Je vais essayer de dire des trucs pas trop naïfs. Pour commencer, la question de est-ce qu'il faut la guerre ou pas, est-ce que le droit international a été bafoué, est une question fondamentale et très intéressante qui doit être adressée. Mais effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été dit là. C'est que la guerre, elle est là. Et là, il n'y a pas le choix. On est devant un fait accompli. Le drame là-dedans, c'est que les Iraniens sont dépossédés, que nous sommes dépossédés par rapport à cette situation. Donc maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? À la rigueur, effectivement, il y a des... Sur les plateaux télé, on parle beaucoup de, effectivement, on n'a jamais réussi à imposer une démocratie par la guerre. Effectivement, il y a aussi des exemples comme nous, on était très contents que les Américains viennent nous aider dans la Seconde Guerre mondiale. Bon, mais du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? Et ce qui semble assez évident avec ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de plan. Il n'y a pas vraiment de plan politique. Il y a un plan guerrier, mais il n'y a pas de plan politique. Et du coup, c'est toute la question. C'est comment préparer un après pour qu'à la séquence guerrière succède une séquence politique. Alors, moi, j'aurais très envie que la France et l'Europe s'impliquent dans ce plan-là et jouent un rôle de premier ordre et aident notamment à nouer le dialogue et déjà à créer le dialogue avec les opposants, les grands noms de l'opposition en Iran et dans la diaspora. L'idée, c'est d'inclure tout le monde. J'aimerais bien qu'elle le fasse. Pas, on va arrêter de vivre dans l'espoir, pas juste pour la beauté des yeux des Iraniens, parce que en fait, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Ça s'appelle la réelle politique et c'est comme ça. Mais qu'elle le fasse au moins par intérêt stratégique de aujourd'hui défendre son modèle européen, démocratique, multilatéral, en tant que, au moins tant qu'il existe, et qu'il devrait y avoir une stratégie diplomatique là-dessus. Bon. Visiblement, elle n'est pas prête. Et donc, j'ai bien peur que du coup, cette solution, il faille la construire entre Iraniens. Et effectivement, et je ne vais pas redire tout ce qui a déjà été dit, mais sur une question d'union, mais effectivement, j'abonde dans ce sens. La question de la solution, elle doit aussi, je pense, traiter un point assez fondamental et qui risque d'être extrêmement litigieux et je n'imposerai mon point de vue à personne. Mais aujourd'hui, les gardiens de la Révolution qui ont pris la main sur ce pays, qui ont commis des actes impardonnables, ce sont des gens qui sont partis dans une escalade de la violence et qui sont face aujourd'hui à un dilemme de tuer ou être tué. Et tu demandais des chiffres. Qui a les chiffres exacts des gardiens de la Révolution et des Bassidj ? C'est pas évident. Mais à la fin, tous ces gens-là, ils vont où ? Si le régime, il tombe, ils vont où ? On en fait quoi ? Donc en fait, encore une fois, je veux pas légitimer leur action, mais penser une solution, c'est penser une solution incluant non pas une organisation, mais des êtres humains qui sont aujourd'hui dos au mur, qui soient pris dans une idéologie ou non, quelle que soit la raison pour laquelle ils en sont arrivés là. Mais je crois que, pour le coup, c'est justement une des choses qui amène du carburant à la guerre. C'est qu'en fait, on ne peut pas perdre, donc il faut continuer la guerre. Et je crois que la solution, justement, elle doit précisément adresser ce point-là, parce que c'est mettre fin à ce cycle de la violence. Et moi, c'est ma plus grande crainte pour l'Iran de demain, c'est que ce cycle de violence, que le régime tombe ou non, ne s'arrête jamais. Merci. Juste la dernière fois que tu étais là, tu avais donné un très très beau témoignage sur ce que tu avais vécu à Evin et justement tout le mouvement qui était là et que tu voyais défiler. Sur ce point de vue-là, quel était leur avis justement sur le point dont tu viens de parler ? C'est-à-dire le fait de qu'est-ce qu'on va faire
de tous ces gens qui sont croyants, de tous ces gens qui ont participé plus ou moins, qui ont voté en fait, même aux candidats les plus rigides. Qu'est-ce qu'ils pensaient en fait des gens qui étaient co-détenus avec toi, Ouais. Evin? Alors là, c'est une question très épineuse aussi. Euh, Il y avait... Quand les conditions n'étaient pas trop dures, alors Evin, les conditions sont toujours dures, mais globalement, il y avait pas de... Il y avait un rejet de... Enfin, il y avait un rejet de cette question. On n'abordera pas cette question. Et il faut faire tomber le régime, et ça, on verra un peu plus tard. Mais il n'y avait pas encore le niveau de haine qui a été atteint ces derniers temps. En revanche, et c'est pas tout à fait dans ta question, mais je voudrais quand même en témoigner, c'est que dans cette section 209, j'ai vu des oligarques du régime, des gardiens de la Révolution, rompre le pain avec des opposants farouches. Et en fait, ce que j'ai trouvé très fort dans cette section 209, c'est que du coup, cette adversité extrême, et là quand je dis des gardiens de la Révolution et des oligarques, hein, c'était des gens qui étaient en cellule avec moi. Donc on était tous au milieu de cette même adversité. Et cette adversité extrême, elle a créé les conditions du dialogue. Ce sont des gens qui ont commencé à se parler et qui ont réussi à comprendre qu'ils n'étaient pas fondamentalement différents l'un de l'autre. Et qu'ils étaient tous les deux soumis à des dilemmes moraux. Et ça, je fais très attention quand j'en parle parce que je sais que c'est extrêmement douloureux aujourd'hui de parler de ça. Mais je crois que c'est assez fondamental. J'ai vu des prisonniers politiques qui, sous le fait de pression, se sont mis à donner des informations sur leurs amis, sur leur famille, pour sauver leur peau. Et j'ai aussi vu des gardes des services de renseignement qui s'étaient abandonnés à la pire des violences et qui ont retrouvé leur humanité dans un regard. Il y a un jour, il y a un jeune afghan de Daesh, alors certes, il n'était pas iranien, mais qui est venu me consoler un jour de grand désespoir. Moi, qui étais pourtant le représentant de l'Occident, et donc qui devrait être l'ennemi à ses yeux. Donc, voilà, je me suis un petit peu écarté du sujet, mais c'est justement cette adversité extrême qui, je crois, doit créer cette condition de « nous ne sommes pas différents l'un de l'autre ». Nous agissons tous face à des dilemmes moraux. Nous avons tous été pris dans un étau, quel qu'il soit. Et voilà, je m'arrêterai là pour ne pas être trop controversé sur la fin, mais merci. Merci à toi.